Et cet invité aujourd'hui, c'est vous, Henri Leclerc, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être sur ce plateau, avocat pénaliste. Vous êtes le président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme et à ce titre, observateur attentif, bien sûr, de notre société. Est-ce que vous avez eu le temps déjà d'analyser, de comprendre ce qu'on vient de vivre ces derniers jours en France? Eh bien, écoutez, j'essaye. J'essaye, seul ou avec mes amis, mes collègues de la Ligue des droits de l'homme, soit avec d'autres, et puis en suivant l'information, j'essaye de réfléchir. Alors, en face de quoi sommes-nous? Eh bien, écoutez, d'abord, c'est un événement. Ce qui se passe, c'est un événement qui n'est pas surprenant, hélas, la mort du jeune Naël. C'est un de ces à-coups quotidiens, alors qui n'aboutissent pas à la mort, heureusement, tous les jours, mais qui font qu'il y a dans nos banlieues, dans les grands lieux de pauvreté que nous avons, il y a une situation qui est une situation terrible, dans la mesure où ces gens sont laissés, contrairement à ce qu'on pense, dans une situation qui est une situation où on leur offre peu d'avenir, et où il y a un conflit permanent avec les seuls qui régulent la ville, qui est la police. Et ce conflit constant entre la police et les jeunes est un conflit qu'on connaît, c'est-à-dire ces vérifications d'identité aux faciès permanentes, etc., qui a été condamné, y compris par la Cour de cassation, par tout le monde, si vous voulez. Quand on lit le rapport, on a des grandes institutions quand même, mais quand on lit le rapport de Claire Hédon, qui est la défenseuse des droits, qui est la défenseuse des droits, on s'aperçoit que chaque fois elle dénonce cette situation. On sait qu'on est dans une situation de tension terrible, et puis il arrive un jour la conséquence qui devait arriver, c'est-à-dire une mort. Pas une mort accidentelle, pas une mort par hasard, une mort qui se comprend, dont les images, c'est extraordinaire quand je pense que on a tant voulu, il y a 2 ans, interdire les images au moment de la loi sur la sécurité globale. Il a fallu se battre, il a fallu que le Conseil constitutionnel annule la décision qui interdisait les images de policiers pour que cette fois-ci, on ait bien cette image qui est une image terrifiante, qui secoue parce que c'est en quelque sorte la quintessence de l'opposition qui depuis affreuse, hein, qui existe depuis quelques années. Et c'est comme le couvercle de la marmite qui saute. Évidemment, ça provoque immédiatement cette éruption qui va arriver à des conséquences désastreuses et condamnables, évidemment. Et sans les images, on n'en aurait rien su. Et il y a eu peut-être beaucoup d'autres Naël avant lui. L'expression... Les violences qu'on a vues et documentées ces derniers jours, elles sont selon vous l'expression de cette colère vis-à-vis de des comportements des policiers que vous évoquiez à l'instant, là encore qui sont effectivement documentés et notamment par la défenseuse des droits, ou est-ce qu'elle est l'expression, comme on l'a entendu de ci, de là, de l'idée, ou en tout cas l'idée contestée d'appartenance à la communauté nationale? Je crois que en fait, on est dans une situation de fait. On est dans une situation de fait où les policiers, on résout le problème, ces problèmes difficiles d'une jeunesse, plus qu'une jeunesse, une enfance presque, une adolescence, désemparée, on ne le résout que par la police. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de structure, il n'y a pas quelque chose. Quand il y a quelques années, en 2018, Borloo a proposé son plan. Bon, moi, on pouvait le critiquer, ce plan, on pouvait l'analyser. Moi, je ne suis pas un spécialiste, un sociologue. Mais enfin, les gens compétents estimaient que c'était le plan fait par quelqu'un d'intelligent, de compétent. On a rejeté ce plan. Si c'était pour le rejeter parce qu'il aurait été insuffisant, peut-être. Si c'était pour mettre en route tout de suite un autre plan, non. On a fait des choses. Mais ce sont des mesures isolées, constantes, qui n'ont pas apporté une solution à cette tension terrible, tension qui met en cause d'ailleurs la jeunesse. Mais les policiers qui sont dans ces situations, ils sont aussi en état de tension, ils ont peur, ils savent. Bon, et finalement tout ça se résout par un conflit qui va devenir la quintessence de cette opposition dans le meurtre de Sahel. Parce que la politique de la ville, ce n'est pas qu'une question de bâti, c'est une question de vivre ensemble. Mais c'est une question de vivre ensemble. Il faut que nous réussissions à intégrer cette jeunesse. Il y a des millions de jeunes là qu'on a du mal à intégrer. Et vous avez un soulèvement brutal
Alors ce soulèvement brutal est évidemment le premier jour, c'est des gens qui descendent dans la rue, c'est leurs copains, c'est à eux d'eux-mêmes, ils se sentent solidaires, c'est leur frère qui a été tué dans des conditions que nous voyons tous. Bon, l'enquête établira exactement comment ça s'est passé, mais enfin, pour l'instant, tous les indices concourent à ce que ça soit un meurtre dramatique. Mais quand vous dites qu'on a du mal à les intégrer, c'est une crise identitaire, c'est une crise éducative, c'est une crise sociale? C'est une crise sociale, mais qui a des causes éducatives et aussi identitaires par par le fait que l'intégration se fait mal. Quand elle se fait bien, ça se passe très bien. Hein. Nous savons très bien que la deuxième génération, la troisième génération d'immigrés sont complètement intégrés lorsqu'ils ont été élevés dans des conditions normales. Mais quand, en définitive, tous ces jeunes, la situation sociale est essentielle. Vous avez, bon, on l'a constaté, on vient de le faire remarquer, nous le savons depuis longtemps, que ce sont presque tous des familles monoparentales. Les pères sont partis. Il n'y a plus de pères, c'est un gros problème déjà. Deuxièmement, c'est la maman qui fait ça. La maman, aujourd'hui, quand on fait la rendre responsable, comme le veulent certains, moi je veux bien, mais quand elle est obligée de voir deux métiers pour réussir à survivre, pour éduquer 2, 3, 4 enfants, la maman, elle n'est pas là. Elle travaille pour gagner quoi? Pour gagner juste de quoi donner à manger aux enfants. Où sont les aides? Bon, il n'y a pas de plan sur ce sujet. Il n'y a pas une conception générale de l'intégration. Ça ne sert à rien de faire des lois. On veut faire payer les parents. Mais à quoi ça sert? À désintégrer un peu plus les choses? Le chef de l'État a émis l'idée d'une sanction financière pour les familles, je le cite, dès la première connerie de leurs enfants. Mais alors, je le dis tout simple, je réponds au chef de l'État. Il ne sait pas ce que c'est que la vie dans les banlieues, il ne la connaît pas. Il la connaît parce qu'on lui a fait quelques rapports. Mais quand vous avez une maman qui travaille 10 heures par jour, qui rentre harassée, qui a 3 enfants, vous croyez qu'elle est responsable de ce que sont ses enfants? Et de toute façon, on n'a pas d'argent pour payer. Qu'est-ce qu'on va lui mettre? Un fardeau financier de plus? C'est pas la solution. Les parents ne sont pas responsables, sauf si on leur donne les moyens de faire de l'éducation des enfants. Les parents qui ont les moyens d'éduquer leurs enfants, il n'y a plus de problème. Cette histoire identitaire, n'est-ce pas, tout ça, ça serait de la faute de l'immigration. Oui, bien sûr, à l'origine, ce sont des immigrés. Mais enfin, que je sache, Dupond-Moretti n'est pas devenu un voyou. Bon, et c'est pas parce qu'on est fils d'émigrés qu'on est obligatoirement un voyou. Et le problème n'est pas là. Le problème, il est celui des moyens. Et je dis que là, nous sommes en face d'enfants qui sont littéralement abandonnés. Alors, il y a l'école qui essaye de faire ce qu'elle peut, mais l'école ne peut pas être un exutoire. On demande à l'école de faire des choses que la société n'arrive pas à faire. C'est ça. Mais l'école a une responsabilité dans tout ça quand même. Mais la société, elle a une responsabilité éducative. On ne peut pas considérer que tout repose sur le dos de ces mamans qui font des ménages, qui s'échinent, qui gagnent des salaires de misère, qui sont obligés de faire des kilomètres, des heures de métro, d'autobus, etc., pour leur donner la responsabilité de ce qui se passe aujourd'hui. Mais enfin, c'est un exutoire trop facile. Il faut un changement de politique complet sur ce sujet. Et il faut réconcilier la police avec les citoyens. Il faut que nous réussissions à réconcilier ces gamins avec la police. Et comment on fait? Écoutez, il y a un moment, il y avait un essai qui avait été fait. C'était la police de proximité. C'était une très bonne idée. Ça marchait très bien. Qui a été supprimé? C'est M. Sarkozy qui a estimé que c'était absurde de demander aux policiers de jouer au football avec les enfants. Et pourquoi pas? Parce que les enfants qui ont confiance dans la police, ça serait quand même quelque chose d'extraordinaire, non? Elle n'a pas besoin de... Alors, je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas qu'il y ait une force. La police est une force publique, elle s'est prévue par la Déclaration des droits de l'homme. C'est une force qui est là pour garantir l'application des droits de l'homme. La police devrait... Comment se fait-il que cette police soit en situation... Alors, c'est une responsabilité, quoi? Une responsabilité collective? C'est parce qu'ils auraient un mauvais sang que ces jeunes émigrés seraient mauvais? Comment les enfants de 12, 13 ans seraient responsables? Enfin, qu'est-ce que c'est que ces fuites en avant? Qu'est-ce que c'est que ce refus de reconnaître qu'il y a une responsabilité? Et attention, hein, je ne dis pas que les choses sont aussi simples. Je dis que les violences, les dernières violences
celles contre le maire de l'Île-et-Rose, celles contre un certain nombre de maires, sont scandaleuses. C'est effrayant. Il peut y avoir effectivement des situations qui se greffent là-dessus, des espèces de groupes qui s'organisent, peut-être qui étaient organisés avant, je ne crois pas beaucoup, mais ça, j'en sais rien. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que l'irruption est une irruption spontanée, et après se greffent là-dessus des comportements qui sont des comportements scandaleux, qui est l'agression des bâtiments publics, etc. Qu'est-ce qui vous donne, vous, Henri Leclerc, l'envie d'espérer, de croire que ça peut s'arranger? Parce que je crois qu'il y a un jour où la démocratie doit triompher. Il y a deux solutions. Ou bien on choisit les mesures extrêmes que proposent un certain nombre de gens, en particulier les extrêmes droites, et en particulier même la droite classique, les propos de M. Ciotti ou d'autres. Ou bien on va là, et on va dans une situation d'affrontement. Ça sera le plus fort qui gagnera. Mais on aura une société forte, mais on n'aura plus une société libre. Car tout le monde sera victime de cela. Ou bien, effectivement, on essaye de restaurer la démocratie, de redonner de véritables pouvoirs au quartier, de donner des moyens à ces femmes qui élèvent leurs enfants, puisque c'est presque partout les femmes. On ne pose pas assez cette question. Où sont les hommes? Donc il y a vraiment question. Il faut protéger ces femmes. Il faut les aider. Et à ce moment-là, nous aiderons les enfants. Merci beaucoup Henri Leclerc d'être venu ce matin sur ce plateau. J'en profite pour remercier toute l'équipe de la programmation qui a permis cette année à ces entretiens d'avoir lieu dans Paris Direct. Isabelle Sarton, bien sûr, mais aussi Louise Guibert, Samy Vincenté et Florence Viala. À partir de lundi, ce sera la grille d'été dans Paris Direct. Nous, on se retrouve juste après la pause. Merci encore, maître. On se retrouve juste après la pause pour la suite de Paris Direct.